À l'été 1964, 1000 étudiants d'universités du nord des États-Unis se préparent à aller au Mississippi pour encourager la population noire à voter. En juillet, le président Johnson s'apprête à signer un nouveau projet de loi sur les droits civiques. C'est en quelque sorte le début de la fin de l'oppression des Noirs. Mais des générations de haine ne peuvent être éliminées par une simple loi. Le mouvement estudiantin est mis sur pied par le COFO, le Conseil des organisations fédérales. Ce groupe réunit une kyrielle d'organisations vouées à la défense des droits civiques des Noirs. La mission a été nommée Summer Project ou Projet d'été. Joe Sullivan, alors agent du FBI, nous raconte. Très rapidement, les habitants de la région ont perçu cet événement comme étant l'invasion d'été du Mississippi. Ils étaient plutôt mécontents. C'est un peu la genèse du problème. Plus l'arrivée des étudiants approchait, plus la population locale était réfractaire. Pendant la journée, la vie suivait son cours normal, même si les gens chuchotaient entre eux à propos des mauvais moments à venir. Mais le soir, leurs mots se transformaient en gestes. C'est le moment que le Ku Klux Klan, l'Empire invisible, choisissait pour créer des remous. Il ne resterait pas invisible pour très longtemps. Les activistes des droits civiques, qui recevaient leur entraînement dans l'Ohio, n'ignoraient pas qu'ils seraient mal accueillis, mais ils n'avaient pas la moindre idée de la réelle portée de leurs actes. Pour les membres du COFO, le Mississippi et son long passé de ségrégation et de racisme fanatique étaient la cible la plus difficile à atteindre qui soit. Mais ce serait également leur plus grande victoire. Bob Moses était l'un des organisateurs de Summer Project. Dans l'esprit de tous les Noirs, le Mississippi est le symbole même du racisme. Pendant que nous organisions la campagne, une question nous hantait. On pouvait passer la nouvelle loi des droits civiques si on le voulait, on pouvait changer des choses, mais à moins qu'il n'y ait de réels changements au Mississippi, on ne pourrait pas se débarrasser de l'affection du racisme, parce que son foyer était le Mississippi. 6 mois avant l'arrivée des étudiants sur place, Michael Schwerner, 24 ans, quitte à New York pour s'établir à Meridian au Mississippi pour mettre sur pied la base des opérations. Schwerner rencontra le pasteur de l'église méthodiste de Mount Zion de Longwood pour lui demander s'il acceptait de leur prêter l'église pour les réunions du COFO. La population noire de Longwood avait cohabité pacifiquement avec ses voisins de race blanche. Maintenant, elle était au centre d'une situation délicate. Le conseil de l'Église devait soupeser les pour et les contre, c'est-à-dire l'avancement des droits civiques ou bien d'éventuelles représailles pour la population noire. Le conseil termina sa réunion sans en arriver à un accord. Mais le Ku Klux Klan allait prendre une décision à leur place. De nombreux membres de l'Église, dont des femmes, furent sauvagement battus. Plus tard, au cours de la soirée, l'église de Mount Zion fut incendiée. La police locale ne fit pas d'enquête, mais le FBI se pencha sur l'affaire. Les agents du FBI voulaient s'assurer qu'il n'y avait pas eu d'infraction fédérale. Ils savaient bien qu'une fois les étudiants arrivés, l'été serait long et très chaud. Le dossier fut nommé Mississippi Burning. Les agents menèrent leur propre enquête, demandant aux membres de l'Église ce qu'ils avaient vu le soir de l'incendie. Les membres du Ku Klux Klan étaient masqués, mais des témoins se rappelaient avoir aperçu un homme à bord d'une camionnette portant un chapeau de shérif.
Un représentant de la loi était donc vraisemblablement impliqué dans l'affaire. Cela n'avait rien de surprenant. Beaucoup de gens du Sud n'acceptaient pas la volonté du gouvernement fédéral de forcer l'intégration. Les autorités locales cherchaient souvent à maintenir la situation telle qu'elle. La tendance générale était de se méfier du gouvernement fédéral. La population s'opposait à toutes nos tentatives de changement. Ils nous percevaient comme des ennemis. Les Noirs n'étaient plus leurs seuls ennemis, le gouvernement fédéral l'était tout autant. Jim Ingram, qui est aujourd'hui membre de la commission de sécurité publique pour le Mississippi, était alors agent du FBI à Jackson dans les années 60. Au cours de cette période, c'était un travail très ingrat. Nous parcourions l'État. Nous pouvions nous trouver à Natchez ou à Philadelphia. Ou alors, nous étions à Hattiesburg, où nous enquêtions sur des crimes commis contre des habitants du Mississippi. Nous étions toujours loin des nôtres, et on nous envoyait des menaces. Nous trouvions des serpents dans nos boîtes aux lettres, par exemple. Il fallait toujours verrouiller les portières de notre voiture. On ne savait jamais ce qu'on allait y trouver en montant à bord. On nous menaçait également de s'en prendre à nous et à nos familles. Malgré toutes ces tentatives d'intimidation, le nombre d'agents du FBI allait bientôt être multiplié par 100 dans cet État. Michael Schwerner travaillait à l'installation du centre d'opération du COFO à Meridian, au Mississippi, avec sa femme Rita. James Cheney, un jeune plâtrier de 20 ans, se joignit à eux. Cheney était né à Meridian. Il connaissait la façon de vivre et le climat politique de la région. Michael Schwerner, 24 ans, était un jeune homme de tendance libérale du Bronx. Il avait obtenu sa licence en sciences sociales d'une grande université. Ses antécédents étaient fort différents de ceux de Cheney, et pourtant les deux jeunes hommes partageaient les mêmes objectifs. Les amis de Schwerner l'appelaient Mickey, un diminutif qu'il n'avait pas l'habitude d'entendre à l'extérieur du bureau. La population de la ville, et je me réfère surtout aux membres du clan, l'appelait le bouc parce qu'il portait une barbiche. Il disait qu'il était le diable. Bientôt, Andrew Goodman, 20 ans, se joignit à Schwerner et Cheney. Ce bénévole était originaire de Queens, dans l'État de New York, et il avait terminé son entraînement seulement une semaine plus tôt dans l'Ohio. Rita Schwerner retourna à New York pendant que les trois hommes et d'autres bénévoles préparaient l'accueil du premier groupe de 200 travailleurs sociaux originaires du Nord. La première vague de l'invasion devait arriver le 21 juin 1964. Ce matin-là, Schwerner, Cheney et Goodman se rendirent en voiture à Longwood, à 56 km de Meridian. Ils devaient y rencontrer des membres de l'église de Mount Zion pour discuter de l'incendie qui avait eu lieu 5 jours plus tôt. Cheney, qui connaissait le secteur, prendrait le volant. Ils étaient en quelque sorte l'avant-garde de cette marche pour la paix, et ils n'étaient pas sans savoir que le danger les guettait. Ils s'en tenaient à une consigne stricte: ne pas quitter l'autoroute, coopérer avec les autorités et ne jamais voyager de nuit. Ils avaient prévu rentrer au cours de l'après-midi. Schwerner demanda à ses employés d'appeler le bureau du COFO à Jackson si jamais il n'avait pas de ses nouvelles avant 16 heures. Il n'appela jamais. Les membres du COFO avisèrent le FBI lorsqu'ils constatèrent que Mickey Schwerner n'avait pas appelé au bureau tel que prévu. Les agents se mirent en contact avec les autorités de la région pour savoir si quelqu'un avait aperçu Schwerner, Cheney et Goodman. Il y avait une piste. Selon le shérif adjoint Cecil Price de Neshoba County, le trio rentrait de Longwood quand il leur avait demandé de se ranger près de Philadelphia, à 60 km de Meridian.